Bienvenue. It's nice to see names starting to trickle in. We're going to get started. Nous allons commencer. So I'm gonna pass this over to one of our wonderful interpreters as this webinar will be bilingual. Donc, je vais donner la parole à l'un de nos interprètes parce que le webinaire sera bilingue. Rebecca, do you want me to say it in English and French? Or? That would be wonderful, Peter. Thank okay, you. so this is just the interpreter here. Just if you want to get the interpreting in a few moments, not quite yet, but as soon as we switch it on, the interpreting function will appear on your screen and you'll see a globe icon at the bottom right that says interpretation. You click on that and then you choose English. Alors, dans quelques instants, vous allez voir apparaître au bas de l'écran à droite une icône du globe qui dira interprétation. Vous cliquez dessus et ensuite vous choisissez français. Donc, s'il y a des problèmes en cours de route, vous pouvez toujours envoyer un message par chat et quelqu'un de l'équipe va vous aider à régler le problème. If there's ever any problem along the way, you can always send a chat message and someone from the tech team here will help you out. Wonderful. Thank you so much. Tara is going to enact the globe, then we will all be able to hear in the language of our choice. We're just going to wait for that. I see that too, and perhaps others can see that now as well. Wonderful. Thank you all so much. Donc, je pense que tout le monde voit le globe. Vous pouvez maintenant choisir votre langue. Si vous m'entendez, c'est que vous l'avez réussi. Je m'appelle Rebecca Ivanov et je suis directrice du programme des semences à l'EFAO et je suis aussi coordonnatrice régionale pour l'Ontario de l'initiative BOTA. Et bien que nous ne soyons pas rassemblés en un seul endroit aujourd'hui, je dois reconnaître que je travaille et que je joue à Guelph, en Ontario, qui est situé sur le territoire ancestral des Mississauga du Crédit, une partie de la nation Anishinaabe. C'est aussi la terre ancestrale des Wendat. Et ces deux nations sont des groupes, font partie d'un même groupe linguistique. Et donc, et moi, je le mentionne parce que je veux partager mon intention personnelle pour apprendre davantage sur ma responsabilité envers les protecteurs, des gardiens des semences originaux. Mais on sait que la reconnaissance territoriale n'est que le début d'un processus de réconciliation. Et pour poursuivre le travail, on vous demande de poser les questions suivantes, comme comment est-ce que l'on peut s'éduquer sur les responsabilités envers les peuples qui ont toujours été ici? Qu'est-ce que ça veut dire d'être des habitants régis par des traités qui sont honnêtes? Comment est-ce que l'on peut appuyer la justice alimentaire et la souveraineté alimentaire pour les communautés autochtones? Nous vous encourageons à apprendre l'histoire de la terre sur laquelle vous êtes situé en allant sur whose.land ou native-land.ca. Et vous pouvez aussi aller sur le site de l'EFAO pour voir ce que vous pouvez faire en matière d'antiracisme, d'équité. Et Tira va donc indiquer, il a déjà indiqué le lien dans le chat. Si vous avez des idées ou des commentaires, on aimerait les entendre. Cela nous aide à agir concrètement pour la justice. L'une des forces de la communauté des semences est le fait de pouvoir écouter des conférenciers et des participants comme vous, de manière tellement ouverte. Et avec cela à l'esprit, je veux dire aussi que nous voulons créer un espace plus sûr. Nous voulons donc créer une communauté
axée sur l'apprentissage, une communauté qui est gentille, sympathique, curieuse. Et donc, on a ici certaines choses qu'il faudra faire. Il faut faire preuve de curiosité, d'ouverture, de respect. Il faut se souvenir que personne ne sait tout, que nous savons beaucoup collectivement, que nous faisons de notre mieux. Parfois, des erreurs se font. Il faut critiquer des idées, non pas des gens. Il faut éviter le jargon. Moi, quand je commence à parler des semences, je donne parfois dans le jargon. Et aussi, il y a quelque chose qui ne se trouve pas sur la liste, mais je veux emprunter de quelque chose de la conférence de l'OSA du mois passé. Cherchez la connexion, non pas la perfection. Vous pouvez toujours nous envoyer des questions ou envoyer des commentaires à moi ou à Thierry pour nous aider à créer un espace plus sûr. Comment participer? On aime beaucoup entendre, savoir d'où vous appelez, où vous êtes situé, comment vous appelez. Et aussi, vous pouvez garder votre caméra ouverte ou la fermer. Et souvenez-vous que ce webinaire sera enregistré. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez changer votre nom et on vous demande de garder vos microphones éteints quand vous n'intervenez pas. Nous allons assurer que cela arrive toujours. Et là, si vous avez des questions, il y a deux façons de la poser. Soit vous pouvez l'indiquer dans le chat, ce bouton se trouve au bas de l'écran et on va lire votre nom avec votre question, s'il y a assez de temps pour toutes les questions. Vous pouvez toujours poser une question de façon anonyme ou privée en l'envoyant à moi ou à Thierry. Et nous, on va poser la question pour vous. Vous pouvez aussi poser votre question directement, verbalement. Vous allez lever la main en se servant de cette fonctionnalité dans Zoom. Et donc, et ensuite, nous allons vous reconnaître et on va vous donner le droit d'ouvrir votre microphone. Parfois, si vous avez des problèmes de bande passante ou d'autres difficultés techniques, parfois ça aide d'éteindre votre caméra. Donc, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur la production des semences de fleurs. Alors, je m'appelle Rebecca Ivanoff à nouveau et je suis directrice du programme des semences à l'EFAO de l'Ontario, donc Ecological Farmers Association, où je mets en œuvre le travail de l'initiative BOTA. Ma chère collègue Thierry Stokes est notre directrice technique pour la journée et pourra vous répondre à vos questions. Nous avons 113 participants et donc je vous souhaite le bienvenue à toutes et à tous. Et donc, on va parler de la qualité, la quantité. Nous représentons la qualité, la quantité et la diversité de la production des semences. On a remarqué que la production des fleurs explose depuis quelques années dans les agriculteurs diversifiés du Canada. Les producteurs et productrices m'ont indiqué que la production des semences de fleurs écologiques à la ferme a beaucoup d'avantages. Les fleurs représentent un système résilient au climat, offrent de la nourriture pour les insectes bénéfiques et un bon habitat, et les fleurs sont belles aussi. Quand je lisais les inscriptions, j'ai trouvé quelqu'un qui était vraiment beau. Quelqu'un a dit, j'ai découvert que les fleurs sont tellement importantes pour les pollinisateurs et parce que les fleurs nous invitent dans le cercle par leur beauté. Et donc, ici, à l'initiative BOTA, nous voulons soutenir des conversations sur l'implication ou l'insertion des semences de fleurs dans l'agriculture écologique. Et nous avons, je pense que c'est assez éloquent le fait que 350 personnes se sont inscrites pour cet atelier. Nous allons donc vous présenter de l'information sur la production écologique des semences de fleurs. Ce n'est pas pour les débutants nécessairement, mais pour les gens qui connaissent, savent déjà quelque chose sur les semences, sur la production des semences
semences, vous allez apprendre beaucoup. Alors maintenant, sans plus tarder, je vais présenter la modératrice de la séance, Clara Polizza. Elle a travaillé dans la science environnementale et dans la science des sols. On a Dan Brisebois comme panéliste aujourd'hui aussi. Il travaille à la ferme Tournesol. Ils sont grossistes et ils produisent des semences pour la vente en ligne également. Il est en charge aussi d'une académie qui aide à former les gérants des fermes. Il a également un blog que vous pouvez visiter à seed.net. Eric Budzinski est spécialisé dans les poireaux et dans les fleurs peu connues. Mais il est aux États-Unis. Il a un élément canadien aussi parce qu'il a étudié à l'Université de Colombie-Britannique. Il aide dans l'épuration et le nettoyage des semences. Il travaille également à Wild Garden Seeds et une autre ferme de production de semences également. Stacy Denton, j'espère qu'elle est là avec nous. Elle est fleuriste chez Fleur. Puis elle produit toutes sortes d'autres choses, donc des fines herbes, des fruits. Elle est dans Williams, dans l'État d'Oregon. Elle embarque sur sa 14e année en tant que productrice. Ils produisent 200 variétés de fleurs et différentes plantes. Je suis tellement contente que vous soyez des nôtres aujourd'hui pour partager votre sagesse en cette matière. Alors, je vais passer la parole à Clara. Merci, Rebecca. Je suis Clara. Je produis des fleurs dans la zone 2A, à l'ouest de la ville d'Edmonton, sur le territoire du traité 6. J'essaie de faire pousser des fleurs. Je suis fier d'être impliqué en tant que panéliste aujourd'hui. Je me sens très privilégié et d'être là aujourd'hui. Et donc, je vais passer la parole à Dan. Bonjour. Je vais partager mon écran. Je suis Dan Brisebois de la coopérative, la ferme coopérative Tournesol. Nous avons commencé à l'automne de 2004. Nous avons commencé en tant que coopérative de travailleurs. Nous avons 14 membres actuellement. On a des non-membres aussi qui peuvent devenir membres à leur gré. Donc, on se concentre vraiment sur la collaboration et de travailler sur des bons modèles. Nous sommes dans le coin des Cèdres, Québec, à l'ouest de Montréal. Je vais mettre mon chapeau de semencier aujourd'hui, mais nous avons également une production de légumes sur notre ferme pour les paniers. Nous avons un acre en production de semences de fleurs aussi. La vente de semences est devenue plus importante que la vente de légumes, mais ça n'a pas toujours été le cas. Nous vendons surtout des sachets. Nous avions auparavant, nous avions plus de ventes en vrac auparavant. On a une boutique en ligne. On n'envoie pas des semences aux États-Unis, malheureusement. Nous avons également ces sachets sur les racks, comme ça, comme vous voyez. Donc, je n'ai pas de...
Je n'ai pas de chiffrier, en fait, pour les semences aujourd'hui, mais voilà, vous pouvez visiter ce site web où vous pouvez trouver, en fait, ce chiffrier. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour recevoir sur la liste des envois pour le voir. Grande nouvelle, le 27 avril, je vais lancer un podcast en collaboration avec des producteurs et productrices qui font la production sans labour. Donc, restez à l'affût pour des développements à cet égard. Je vais passer la parole maintenant à Eric. Je suis Eric Pezinski. Je suis gestionnaire de production des fleurs, des semences de fleurs dans l'État de Washington. Je m'excuse s'il y a un avion qui passe au-dessus. Il y en a un qui vient de passer, donc c'est du bon timing dans ce sens. Je suis sur la ferme Fleurette, on fait de la recherche, surtout l'éducation également. On fait beaucoup de production de fleurs. On est concentré dans les Inuits et les Sélojas. Ça fait 12 ans que je produis des semences. Je faisais la production des fruits, des légumes auparavant, Wild Garden Seeds et une autre ferme à Bellingham dans l'État de Washington. Ça fait 2 ans que je suis à cette ferme et que je me concentre sur les semences de fleurs. On produit une grande variété. J'ai de l'expérience dans la récolte et bon, le nettoyage des semences, mais je me concentre vraiment dans les Inuits et les Sélojas. Donc voilà l'essentiel de notre exploitation. Merci beaucoup, Eric. Je voulais voir si Stacy Denton s'était inscrite avec un autre nom. Donc, si vous êtes là, veuillez m'envoyer un message. Je vais passer la parole maintenant à Clara et peut-être qu'on peut passer à la section avec Dan. Excellent. Si Stacy est là, elle peut nous parler de son territoire et son exploitation. Mais je ne vais pas prendre plus de temps parce que j'ai bien hâte d'entendre de Dan et sa production de fleurs, de semences de fleurs. Je vais donc vous passer la parole. Monsieur, merci. Une chose avant de commencer. Je regarde les noms des participants et c'est tellement excellent. Il y a tellement de monde ici que j'aime, des gens que je considère des amis. Ce serait super de le faire en personne, en présentiel, mais j'ai bien hâte d'avoir vos questions plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler de production de semences de fleurs. Et je vais parler du plan des champs, la rotation des cultures, quelques notes sur le climat également, parce qu'on est dans une zone nordique avec des saisons courtes et humides. J'ai quelques conseils aussi pour les semences de fleurs et je vais terminer en parlant de 3 sortes de fleurs faciles pour la production des semences. Donc, en commençant avec la disposition des champs, voici une photo aérienne de notre ferme. Nous avons 17 acres qui sont qui sont divisés dans des rectangles comme ça. Donc, on a 24 rectangles comme ça qui sont environ un demi-acre pour chaque rectangle. Le défi pour nous, c'est de mélanger la production de semences de fleurs et la production de légumes. Dans notre cas, le rectangle violet que vous voyez, voilà, et aussi le vert, c'est là où on produit la plupart des semences. Donc, ils sont très
Donc, nous sommes capables de produire des fleurs dans cet espace sans avoir de pollinisation croisée. Nous avons aussi la partie en verre et on vient de commencer à se spécialiser à mettre des fleurs dans cette zone. Une chose avec les fleurs et toutes les cultures, en quelque sorte, toutes les cultures sont des cultures de semences, parce que là, ils finissent par produire des semences. Mais une fois que vous récoltez les semences, vous pouvez donc passer à autre chose. Vous pouvez mettre, par exemple, une culture de couverture ou mettre des légumes ou ce que vous voulez. Donc, la récolte dure bien plus longtemps avec la récolte de semences. Dans la section rose ici, vous voyez qu'on a des légumes et dans la partie verte, on a surtout des semences pour qu'on puisse les garder en terre plus longtemps. On veut avoir des fleurs coupées pour nos paniers. Donc, on les cultive dans ce bloc rose ou violet ici. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met dans la partie en vert pour éviter la pollinisation croisée. Donc, voilà en gros comment on gère cela. Si vous avez peur de la pollinisation croisée, ça peut vouloir en fait avoir différentes significations. Donc, si vous voulez vendre des semences et vous voulez produire des variétés brevetées, il faut respecter les distances d'isolement. Et pour la plupart des légumes et des fleurs, et vous devez avoir une certaine distance pour s'assurer qu'il n'y a pas d'hybridisation. Je dirais qu'il y a un peu plus de flexibilité et moins de variation dans les fleurs, dans les semences de fleurs. Une certaine variété, une variété de... Peu importe la raison, c'est très important de respecter les distances d'isolement aussi parce que vous pouvez changer l'histoire de cette culture assez rapidement, dans une année en fait. Donc, c'est quelque chose à noter. Mais si vous essayez de produire de belles choses pour différentes personnes, les distances d'isolement sont moins importantes. Et il peut y avoir un peu de pollinisation croisée. Si vous voulez avoir une fleur croisement que vous allez avoir dans les fleurs, vont être très belles. Elles vont impressionner. Elles ne vont pas toutes être super belles, mais si vous voyez des belles choses, vous pouvez les conserver, vous pouvez garder les semences. Donc voilà, quand vous sauvez vos semences sur votre ferme, c'est intéressant de pousser les limites de la pollinisation croisée et de voir qu'est-ce que vous pouvez sortir. Donc voilà ce que j'ai à dire sur la distance d'isolement. Pour la rotation des cultures, ma façon de voir, en fait, je vais le regarder pour toutes les cultures, pas juste les fleurs. Donc, l'un des défis avec la production de semences, c'est que vous avez beaucoup de semences que vous n'allez pas récolter. Et l'année après que ces semences tombent par terre, vous allez avoir beaucoup de problèmes avec les mauvaises herbes. Et si si vous produisez des légumes, des carottes, des betteraves là-dessus, ça peut causer vraiment des problèmes. Si vous utilisez du paillis noir, voilà, c'est un moins grand problème. Mais c'est très important d'alterner la production de semences avec des cultures de couverture. Comme ça, vous évitez d'avoir des problèmes majeurs de mauvaises herbes. La façon que j'aime gérer la rotation de cultures, c'est de diviser les cultures selon leur résistance au froid. S'il y a des cultures, on met des cultures qui sont résistantes
un certain endroit qu'on peut semer le 1er mai et on prend les cultures qui ne sont pas tolérantes dans une autre zone. Donc, si vous avez 4 blocs dans la première année, vous voyez, ça a l'air de ça. Et donc, vous voyez d'année en année comment ça fonctionne ici. Et donc, ce bloc ne reviendra pas avant 4 ans. Et ça, c'est une rotation de 4 ans. Ça, c'est bon pour la plupart des maladies, pas pour toutes les maladies. Ce qui est bien aussi quand on a des combinaisons de cultures résistantes au gel ou tuées par le gel, c'est que c'est catégorisé par famille. Les familles qui sont résistantes au gel, généralement, c'est tous les membres de la famille qui ont cette caractéristique, généralement. Il y a un aspect de la rotation dont il faut tenir compte, et ça, c'est la famille des astéracées. Ça comprend donc les zinnias, les tournesols, la laitue, la chicorée. On dirait que la moitié des fleurs se trouveront dans cette famille. Donc, il y a certaines familles qui sont tellement résistantes aux maladies que l'on peut les produire d'une année à l'autre sans problème. Ce n'est pas le cas pour les astéracées. Il y a tellement de moisissures qui peuvent attaquer et convertir ces cultures en gelée. Alors, ça, c'est la seule famille où je ferai attention dans la rotation de ne pas replanter cette famille dans le même bloc plus qu'une fois par 4 ans, en sachant que la laitue se trouve dans la même famille. Et si vous allez produire beaucoup de semences de fleurs, vous devez planifier vos rotations en fonction de vos astéracées. Donc, si on revient à la photo de la configuration, de la disposition des champs, on ne va pas conserver des semences d'astéracées dans la même zone où on produit d'autres plantes de la même famille qui sont produites dans une rotation plus rapide. On va les conserver ailleurs. Et on ne fait pas beaucoup de conservation de semences dans la zone où on produit des fleurs pour le marché. Moi, j'aime beaucoup observer ces fleurs, mais je suis toujours aussi en train de chercher des variétés inattendues ou un croisement inattendu. Parfois, je vois un individu qui se présente et je vais donc le garder. Mais on ne va pas récolter des semences dans ces zones-là. Quelques notes sur le climat. Au Québec, où j'ai ma ferme, nous avons une saison courte et l'été, il fait assez chaud. Donc, les plantes vont arriver à maturité assez rapidement. Parfois, le climat est très froid et humide. Il y a beaucoup d'humidité, même quand il ne pleut pas beaucoup parfois. Donc, il y a de la maladie qui se propage plus rapidement. On ne sait pas d'avance non plus si l'année sera très humide. Donc, si vous produisez un peu de semences de fleurs pour votre propre production, ben, ce serait peut-être suffisant parce que vous aurez assez de semences en même quelques plants. Mais si vous avez besoin de beaucoup de semences pour la vente, le climat peut représenter un problème. Et surtout avec des semences, des cultures à semences nues. Ça, on ne produit pas beaucoup de fleurs dans les serres en continu, mais produire des semences dans les tunnels, des cultures où on veut avoir un rendement fiable, aidera à contrôler le climat ou à modérer le climat. C'est quelque chose qu'il faut équilibrer. Il faut équilibrer le coût de l'espace ou sous-peser le coût de cet espace versus son utilisation pour autre chose. Mais vous pouvez obtenir des semences de bonne qualité dans les serres et aussi
vous pouvez laisser monter les autres en graines et produire donc plus de valeur dans le même espace. Et cela vous permet de semer plus tôt. Ici, on ne peut pas semer avant le mois de mai et en dehors de la serre. Et aussi, on peut aller plus loin à l'automne. Maintenant, on va terminer avec 3 fleurs faciles. Je dis facile. C'est comme si c'est des fleurs qui veulent vous donner les semences. D'abord, parlons des immortels. Si ça avait été une production de semences de légumes, il y aurait tellement d'étapes. Mais avec les fleurs, on n'a qu'à les planter et les laisser aller. On ne récolte pas toutes les fleurs et il va y avoir des semences. Donc, ça, c'est la règle générale. Si vous allez produire des semences de fleurs, vous devez semer assez tôt pour que les plantes arrivent à l'étape de la floraison et ensuite à l'étape des graines, parce que ça peut prendre 1 à 2 mois. Normalement, vous allez vouloir semer ces cultures le plus tôt possible afin de vous assurer d'avoir des graines à la fin. Donc, ce sont des immortels et vous voyez à droite qu'il y en a qui commencent à arriver à maturité. En haut à gauche, il y en a qui sont presque prêtes et donc là, vous êtes tenté. Mais quand la semence est vraiment prête, elle ressemble à ce que vous voyez en bas à droite. C'est quelque chose que les enfants aiment bien. Et si vous le prenez à la main, vous pouvez donc enlever la soie et il vous reste les semences. C'est facile de vanner aussi avec un tamis et puis tamiser et donc d'obtenir ces semences. C'est très facile et l'extraction est n'est pas très problématique. Ensuite, il y a les pavots. J'ai quelques photos, pas beaucoup, mais il y a plusieurs espèces. Les espèces ne se croisent pas entre elles, mais à l'intérieur d'une même espèce, oui. Ça, c'est des papas verts somniferium. C'est un pavot annuel. Il y a plusieurs variétés. Et quelque chose que j'ai trouvé très frustrant, c'est le peu de croisements qu'il y aura. Ça, c'est une population où j'essaie d'effectuer des croisements. Et je les produis côte à côte. C'est ce que je fais avec beaucoup de variétés à pollinisation croisée. Et je laisse les pollinisateurs venir. Et ensuite, je cherche des croisements. Mais avec les pavots, il y a très peu de croisements, bien que la fleur soit si voyante. Et donc, les pavots doivent être semés assez tôt, d'une manière ou d'une autre, et vont produire une tête assez distinctive et vous allez pouvoir enlever les graines, même en y tamisant avec un grillage de fenêtre, par exemple. Ça pourrait marcher. Ensuite, il y a le nigella. Ça, c'est le Kalonji. Il y a plusieurs espèces de nigella. On les appelle souvent l'amour dans la brume, parfois, même si ce sont de mêmes espèces. Et il n'y a pas d'intercroisement. Je ne sais pas combien de croisements se fait à l'intérieur d'une seule espèce. Mais nigella produit ces grandes cosses et vous pouvez donc facilement extraire les graines. Ce sont des variétés pour lesquelles on peut récolter beaucoup de semences sans faire beaucoup de travail. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et c'est ma dernière diapo. J'ai la feuille de calcul FSA 057 et une liste de ressources sur spreadsheet.farm/seeds. Vous pouvez obtenir la liste et
Je suis aussi sur Instagram. J'ai le nom Spreadsheet Maniac et c'est là où j'écris sur les semences. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dan. Alors, c'était extraordinaire. J'ai beaucoup apprécié tes commentaires sur la volonté de vouloir explorer, mais aussi de devoir respecter les droits de certains obtenteurs, mais aussi le fait que tu sois tellement curieux de ce qui va sortir de tes champs. Et aussi tous les détails que tu as présentés sur les astéracées et les rotations. Ça ne me serait jamais passé par la tête. On va prendre des questions à la fin de la réunion. Mais Eric, je me demandais si tu avais des commentaires additionnels suite à ce que l'on vient d'entendre de Dan. Et Stacy est là aussi. Moi aussi, je voulais parler de l'isolement, des distances d'isolement, surtout si c'est une culture qui n'est pas une culture de semences commerciales. Donc, de faire des épreuves, des essais avec différentes distances d'isolement, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est peut-être pas très exacte sur les distances d'isolement publiées. Par exemple, avec les pavots, j'ai remarqué surtout les fleurs doublées, entièrement doublées, sont surtout haut de gamme. Et c'est ce que donc, vous devez faire des essais pour voir. Il y a beaucoup encore à apprendre sur les distances d'isolement. Ce sont 3 bons exemples de cultures qui sont faciles à produire. Et avec les pavots, j'aime tellement comment c'est facile d'extraire les semences. Je trouve que ce serait le fun un jour, que ce serait le fun de prendre les têtes de semences de pavots et de les servir sur des assiettes de restaurant. Et les gens peuvent donc verser les graines eux-mêmes sur leur propre repas. Merci. Stacy, c'est un plaisir de te voir. Je ne sais pas si tu as tout écouté la présentation de Dan. Je ne sais pas si tu as des commentaires. D'accord, oui, désolé d'être un peu en retard, mais oui, j'ai écouté un peu de ce que Dan a dit. Je vais dire certaines choses. Je suis donc agricultrice et vendeuse de fleurs, et donc je fais beaucoup d'isolement par le biais des plantations de succession. Je vais comme produire, par exemple, 2 ou 3 vagues de cosmos ou de 4 à 5 vagues de tournesol. Étant donné le climat où j'habite, je peux extraire les cultures pour les fleurs coupées et ensuite prendre les dernières successions pour les semences. Ça me permet de faire la planification de l'isolement afin de faire les deux, de vendre des fleurs et aussi de récolter les semences. Et aussi, avec Scapiosa atropurpurea, j'ai beaucoup de couleurs avec lesquelles je travaille dans mon travail de conception, mais j'ai produit des semences de Black Knight. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai permis à mes Scabiosa qui ont passé l'hiver de monter en graines, en fait de monter en fleurs. Ça se fait assez hâtivement. Et ensuite, je vais conserver les semences de l'autre culture qui sera semée au printemps. Et ça me permet donc d'isoler la deuxième vague. Alors, ce serait peut-être intéressant pour les gens. Peut-être que vous pouvez imaginer de faire quelque chose comme ça. Dan parlait de l'importance
Donc, nous avons travaillé avec une espèce de mouche et aussi des bourdons qui sont utilisés dans la production de tomates et de poivrons en serre. Mais les bourdons n'aiment pas ça être à l'intérieur. Ils vont devenir agités, mais les bourdons adorent ça. Ce sont d'excellents pollinisateurs et les ruches ne vont pas survivre l'hiver. Tous les abeilles meurent sauf la reine. Donc, ce n'est pas un aussi grand engagement que de maintenir une ruche d'abeilles à miel. Donc, il y a une certaine courbe d'apprentissage. Les bourdons ne vont pas toutes polliniser. Les mouches bleues de la viande non plus. Et est-ce que vous produisez dans les serres, en serre, afin de maintenir les variétés, de maintenir plus d'isolement? C'est ça, oui. Donc, ce que l'on fait, c'est que nous, on n'a pas de grillage, donc les pollinisateurs peuvent entrer. Et cela, ça fait donc aussi qu'il peut y avoir de la pollinisation croisée. Donc, merci de ces commentaires supplémentaires. Il y a beaucoup, ça donne beaucoup de matière à réflexion. On va poursuivre avec Eric. Eric, est-ce que je peux te donner la parole? Oui, bien sûr. Alors, je vais donc, on pose la question, quand est-ce que je dois récolter? Après avoir déterminé les distances d'isolement, bon, vous le faites comme une culture normale et à un moment donné, vous allez poser la question, quand est-ce que je dois récolter? Je vais parler de la récolte et je vais surtout m'intéresser aux zinnias et à d'autres espèces sur le séchage, le vannage, le nettoyage aussi. Ce sont des questions de grande importance et je vais essayer donc de vous présenter tout cela. Quand on récolte les zinnias, on préfère récolter quand les têtes sont absolument sèches. Généralement, quand la tige juste en dessous de la tête est sèche, et ça veut dire que la tête ne reçoit plus d'aide de la plante mère. Donc, on coupe les têtes et ce qu'il faut retenir avec les zinnias, on n'aime pas beaucoup couper beaucoup de tiges. Et donc, on coupe juste un petit peu de la tige parce que plus tard, si vous faites, quand vous allez battre, il y aura beaucoup de tiges, de morceaux de tiges qui vont vous ennuyer. Et même chose pour il faut quand même désherber vos champs parce que sinon les semences de mauvaises herbes vont se trouver entremêlées à vos semences de fleurs. Pour les zinnias, on le fait comme ça. Pour le soleja, où les fleurs n'arrivent pas toutes à la maturité en même temps, on va attendre à ce que les cosses du bas commencent à s'ouvrir et des capsules, et quand les semences vont arriver à maturité, elles vont devenir noirées. Ça nous donne une idée de quand on doit commencer à couper. Si vous coupez quand vous remarquez le mûrissement des semences, les semences qui sont en haut de la tige seront déjà mûres. Non, n'arriveront jamais à la maturité. Donc,
vous allez perdre un peu de semences en attendant, mais si vous attendez jusqu'à ce que les semences du haut de la tige soient mûres, vous allez obtenir la plus grande récolte. Et si vous récoltez trop tôt, vous allez avoir beaucoup de semences qui ont une bonne allure, mais quand vous allez la vanner, vous allez avoir de la belle semence, mais après, elles vont toutes partir au vent et vous avez juste une petite quantité de bonnes semences. Donc, c'est très bénéfique d'attendre jusqu'à ce que vous voyez la maturation plus haut sur la tige pour ne pas attendre à ce que les semences, que la fleur ouvre et relâche les semences. Mais la capsule qui couvre la cosse de la fleur, elle devient translucide et vous pouvez voir la semence au travers. Donc, on attend de voir les branches de fleurs et on voit qu'il y a des semences jusqu'au bout de la tige et comme ça, vous pouvez les ramener à la serre. Elles sont bien prêtes. Quand vous allez les sécher, ces types de culture, il y a une espèce de toile que nous utilisions. C'est un poly-toile qui est utilisé en tant que paillis. En fait, qui est utilisé aussi dans la construction des routes pour éviter que les mauvaises herbes y passent, mais ça laisse passer l'air et l'humidité, mais pas les semences. Donc, vous pouvez le trouver dans les quincailleries. Ça peut être aussi difficile parce qu'au bout ça commence à se décortiquer tranquillement avec le temps. Mais on va le rouler sur une table dans la serre et nous utilisons l'endroit où on fait l'ensemencement et comme on ne l'utilise pas à l'automne, nous pouvons donc disperser les têtes de zinnia et de celoja et on utilise un ventilateur dans la serre et ça peut prendre juste quelques jours et jusqu'à une semaine pour les sécher, mais ça sèche assez rapidement. Donc, avec une bonne circulation d'air, même si vous utilisez cette toile, vous devez quand même tourner les tourner sur le substrat pour s'assurer que l'autre côté devienne sèche aussi. Une autre façon de le faire, c'est par terre. Dans les serres, ça fonctionne aussi. Ça sèche moins rapidement, mais ça fonctionne quand même bien. Il faut s'assurer de surveiller parce que les bâches peuvent laisser passer beaucoup d'humidité. Il faut faire la rotation des têtes de semences plus rapidement, plus souvent avec cette technique-là. Avec nos étés qui sont très secs, on n'a pas beaucoup de pluie en été. Donc, on peut sécher à l'extérieur à la fin août et en septembre, et même jusqu'en octobre. Et donc, cette toile pour les semences, ça vient dans des rouleaux de 100 pieds, 4 par 6. Et on peut les rouler pour mettre les têtes de fleurs là-dessus. Si vous avez de la pluie à l'horizon, vous pouvez donc l'enrouler dans la toile et cela peut donc éviter que les têtes à l'intérieur, ça protège les têtes de semences de la pluie. Voilà la manière, la façon qu'on utilise pour sécher. Pour le battage, il y a certaines cultures qui ont besoin de devenir complètement sec, mais d'autres où on peut attendre d'autres cultures où c'est moins important de les avoir super secs. Dans le cas des zinnias, il y a les cônes auxquels toutes les semences sont attachées. Et quand ça ouvre, c'est presque impossible
de sortir les semences, à moins de les faire à la main. Donc, pour les zinnias, nous aimons les sécher au complet pour s'assurer que toutes les semences sont matures. Et on laisse réabsorber un peu d'humidité le matin pour ne pas casser ces cônes. Et je pense qu'il y a plusieurs semences, plusieurs espèces où il y a des petits trucs comme ça, où on essaie de les avoir le plus sec possible. Les tournesols, par exemple, il faut vraiment s'assurer pour le battage, les avoir très secs. Pour ça, et comme ça, toutes les semences sortent sans problème. Il y a des choses que tu devrais battre. On devrait faire le battage avec un peu plus d'humidité. Il y a 3 façons principales que nous utilisons pour faire le battage. On peut le faire avec les pieds, avec une branche. C'est comme ça qu'on avait commencé à faire les zinnias, les semences de zinnias. Comme je viens de dire, les sécher, les laisser absorber un peu d'humidité, ensuite les mettre sur cette bâche. Les semences se séparent des cônes assez facilement. Je commencerai d'un côté de la bâche et vous avancez comme ça, comme si vous étiez une poule et vous marchez, vous piétinez sur les têtes de semences. Essayez de les enrouler un peu avec votre pied comme ça. Comme ça, vous n'allez pas rompre les cônes. Une autre façon de faire le battage, c'est avec un camion, avec un tracteur. C'est bon si vous avez une grande quantité. On le fait, par exemple, pour la roquette douce et pour différentes cultures où on a des grandes quantités ou pour des petites semences. Si vous essayez de le faire avec, par exemple, les haricots, des grandes semences, vous allez, il se peut qu'ils vont casser si vous roulez les dessus. Donc, faire le battage dans ce cas sur une surface molle et pas sur du béton. On avance et on recule et on essaie de le faire avec des pneus quand même propres, sans boue en tout cas. C'est une bonne technique et on peut retourner après pour vérifier avec un bâton et s'assurer que tout a été battu. Alors voilà, une belle façon de faire le battage et le laisser sécher. On a utilisé un moulin par le passé, moulin un moulin à marteau. C'est très utile pour les légumes, les semences de légumes, pour les chicorées, les poivrons, les piments. C'est utile aussi pour les fleurs, pour les tournesols. Et on a commencé à expérimenter avec les zinnias aussi. Ça fonctionne assez bien avec cette culture-là. On a un moteur électrique qu'on peut baisser la vitesse parce qu'on ne veut pas créer de la farine avec le moulin. Donc, on peut baisser la vélocité. Et c'est une belle façon de faire le battage aussi. On a fait la plupart de nos zinnias de cette façon-là cette année et elles sont sorties assez propres. C'est plus propre que la technique avec les pieds, par exemple. Donc, si vous avez accès à ce type de moulin à marteau, dans les zones où il y a beaucoup de production de graines, vous pouvez les trouver, de céréales, vous pouvez les trouver. Il y a des gens qui utilisent aussi un aspirateur comme un shop vac industriel. Et c'est très utile pour le battage, mais aussi pour le nettoyage des semences. Je connais un producteur qui fait beaucoup de battage des zinnias avec un aspirateur et les insère une à la fois dans le tuyau et ça peut prendre assez de temps, mais vous n'allez pas casser les cônes. Donc,
De cette façon, vous gagnez du temps parce que vous n'avez pas besoin de les nettoyer après. Au moins, en tout cas. Donc, c'est une très belle option, ça. Nous avons utilisé cette technique pour récolter les soucis aussi. On peut juste les sortir de leur espèce de coupole et on peut juste les aspirer directement. Ça m'amène au nettoyage, qui est un sujet, un grand sujet. Est-ce qu'il me reste du temps? Vous dépassez, mais si vous passez à la prochaine étape rapidement, ben, je pense que ça va être correct. J'allais faire une brève introduction au nettoyage. On utilise un tamis dans le champ qui enlève le plus gros des branches et les plus grandes feuilles, etc. Et toutes les semences vont passer. Et on fait un vannage rapide aussi pour s'assurer que toutes les semences tombent dans le bac. Ensuite, on fait une série de vannages et de tamisage. Et c'est très important d'avoir différentes tailles, différentes grandeurs de tamis parce que vous allez utiliser différents tamis selon, tout dépendamment de l'année et ce que vous avez besoin. Donc, c'est très utile de les avoir à portée de main. Un autre commentaire là-dessus, c'est pour les semences de fleurs qui sont dans des familles composées, il y a différentes formes de semences. Alors, c'est utile de séparer les différentes grandeurs et les différentes formes. Pour les zinnias, par exemple, c'est important, c'est différent. Les semences à l'extérieur est différente des semences à l'intérieur des florettes. Donc, quand vous les nettoyez, c'est important de pouvoir les séparer pour que quand vous faites le vannage, vous ne sortez pas, vous ne gaspillez pas les grandes ou les petites semences, tout dépendamment de ce que vous voulez sélectionner. Donc, je pense que je vais arrêter là. Merci énormément, Eric. C'est vraiment beaucoup de choses, beaucoup de matière à réflexion et des façons très innovatives, très novatrices pour travailler avec les semences de fleurs. Stacy ou Dan, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Sinon, c'est bon, on peut continuer avec Stacy. Mais je voulais juste vous donner l'opportunité s'il y avait quelque chose qui vous a fait fonctionner les synapses. Nous avons des toiles que nous utilisons qui sont la même largeur que nos serres, mais on va récolter sur des morceaux qui sont de 10 à 20 pieds de long. Ensuite, on va les rentrer dans la serre. Pas nécessairement pour les têtes de semences, mais si on fait les plantes au complet, ça peut être utile. J'aime l'idée de nettoyer les semences avec les shop vac. On le fait pour les courges, les semences de courges. J'en ai entendu de plus en plus de le faire pour les semences de fleurs. Donc, je suis très curieux d'apprendre davantage sur ce sujet. On pourrait dire tellement de choses à ce sujet. J'essaie toujours de nouvelles variétés, nouvelles techniques. Je pense qu'il faut apprendre à identifier les semences. Je me demande toujours de quoi s'agit-il. L'indicateur que je trouve le plus utile, c'est la couleur et aussi la densité. Et donc,
quand vous arrivez au cycle de vie de la plante et que vous dites, bon, qu'est-ce que je dois récolter au juste? Je vous donne ces indices. Vous allez voir le changement de la couleur et aussi de la densité. Parfois, il est difficile de savoir qu'est-ce qui est graine et qu'est-ce qui fait partie de la fleur, mais qui n'est pas graine. Et pour ce qui est de la maturité, j'observe toujours les oiseaux dans le champ. Si vous voyez les oiseaux vous dites que vous devriez y aller avant qu'ils récoltent tout pour vous. Alors, c'est un excellent indicateur pour la maturité, un bio-indicateur. Et je voulais commenter aussi cette question de la maturité parce que moi, je produis aussi beaucoup de semences de fleurs vivaces et dans ce cas-là, on voit que les fleurs arrivent à maturité par vague. L'année dernière, j'ai fait l'achillée millefeuille et la première récolte a été la meilleure approche pour moi. Il a fallu que j'utilise ces premières fleurs ces fleurs hâtives pour les semences parce que les vagues tardives ne sont pas arrivées à maturité. Et dans le cas de Scabiosa, c'était une casse qui va de la fleur à la graine très rapidement. Ça me donne un peu plus de marge de manœuvre pour ce qui est de la récolte, afin d'avoir des semences viables. Ce sont de bons indices pour commencer. Merci. Stacy, on va t'écouter maintenant. Mais d'abord, est-ce que tu peux un peu te situer géographiquement pour les gens qui ne connaissent pas ta partie du monde, ta région? Bon, je m'appelle Stacy Denton. J'étais un peu décalé, j'avais mal compris à quelle heure on commençait. Je suis dans la zone 8B, dans le sud de l'Oregon. Mais la température devient de plus en plus chaude et de plus en plus sèche. Normalement, j'ai un cycle de 6 mois d'humidité, 6 mois de sécheresse. C'est excellent parce que c'est pour la maturité des graines, parce que les automnes sont généralement très secs. Je produis des semences commercialement depuis 20 ans, mais depuis 14 ans, je me suis concentré sur les fleurs. Je fais beaucoup de conception florale aussi. Je suis en transition vers le biologique, bien que ça ait toujours été le cas pour moi. Et depuis 4 ans, je travaille pour une compagnie biorégionale de semences. Là, je ne fais plus ce travail, mais je suis quand même productrice de semences pour l'entreprise. Et quand je travaillais pour cette compagnie, on avait un catalogue de plus de 800 variétés entre les légumes, les herbes, les fines herbes et les fleurs. J'ai remarqué qu'il y avait 135 variétés de fleurs. Et de ces variétés, se trouvaient dans 24 familles, 75 genres. Tandis que les légumes dans le catalogue appartenaient à seulement 10 familles. Donc, c'est un bon contexte. Quand on parle des fleurs, parce que, par exemple, comme fleuriste, je ne vends pas que des fleurs à disques comme les zinnias, les calendules et les cosmos. Je dois aussi utiliser les belles causes comme Scabiosa sur le millet, l'amarante. J'utilise aussi de petites fleurs de remplissage. Donc, quand je produis des fleurs à semences, je pense à toutes ces catégories parce que, en tant que fleuriste, je dois les utiliser. Alors, je dois parler de la germination des fleurs, des semences de fleurs. Voici un tableau. Bon, d'abord, vous voyez mes coordonnées. Ensuite, ça, c'est le début du tableau que j'ai préparé pour vous, qui comprend environ 20 variétés.
En haut, on voit les semences les plus simples à produire. Donc, vous voyez dans la deuxième colonne, j'ai coté ces fleurs faciles en ce qui concerne la germination. Et j'ai aussi indiqué dans la troisième colonne la température de germination et la durée de la période de germination. J'ai une idée, moi, interne de ces températures, mais voilà les températures en F et en C, en Celsius. Zinnia, les tournesols et les cosmos sont les fleurs débutants, les fleurs pour débutants. Elles sont faciles à produire. Elles ne sont pas nécessairement les plus faciles à nettoyer, comme Eric a expliqué. Battre le zinnia est un peu plus complexe, mais je voulais vous donner ce spectrum de la difficulté de les produire. Vous voyez donc les calendules, les amarantes, les pavots, les célosies, les astères de Chine. Ce sont autant de fleurs que j'ai produits pour leurs semences. Et elles sont très communes dans mon travail comme fleuriste. En tant que productrice de semences à contrat, si vous faites déjà ce travail, ce sont des cultures qui sont souvent demandées par les semenciers. Moi, chez nous, je produis presque 200 variétés de fleurs. Et j'apprends toujours de nouvelles choses sur l'identité de la semence, sa nature, ses caractères, comment la récolter, la battre, la vanner. Mais ce tableau est assez évident. Vous pouvez prendre une photo de ce tableau. Vous allez voir les températures. C'est une bonne aide-mémoire pour vous. Et maintenant, quelques astuces en ce qui a trait à la germination. Après les plantes les plus faciles, regardons les pavots. C'est un peu plus difficile. Je dis que la germination est modérée parce que c'est un peu lent. Et aussi, cette plante aime le froid. Elle va donc prospérer avec la stratification à froid. Et ce n'est pas absolument nécessaire, mais on peut la refroidir ou la laisser hiverner dans le champ. Le pavot est aussi un peu complexe pour les gens qui, comme moi, ont des champs pleins de mauvaises herbes. Les pavots préfèrent être semés directement dans le champ, mais j'ai réussi à contourner ce problème en les semant dans les blocs de sol. J'utilise soit les mini-blocs ou les blocs de taille normale à 12 unités. Je les prépare en serre dans mon climat. Je vais semer les pavots soit à l'automne ou en janvier. Et ensuite, nous avons la célosie. Ça, je dis que c'est de difficulté moyenne parce que c'est un peu lent. Selon le tableau, on voit que c'est de 8 à 14 jours. Mais les températures sont des températures idéales. Si vous commencez dans une serre non chauffée, vous ne maintenez pas les températures idéales pendant 24 heures par jour et cela peut retarder la germination. Donc, si on passe à la suivante, il y a d'autres astuces ici, d'autres conseils. Je voulais indiquer aussi qu'il y a ici des échantillons d'annuelles de saison froide comme l'œillet d'amour, l'immortelle blanche,
le nigella, la nigelle, pied d'alouette, le molluscelle lisse, ce sont des plantes que j'ai semées en serre à la fin janvier, le début février, ici dans le sud de l'Oregon. Je trouve que l'œillet d'amour et l'immortelle blanche sont assez simples, mais c'est un peu plus difficile avec le pois de senteur. Pois de senteur est une autre plante qui peut demander de la patience de votre part. Bien qu'il y ait une peu de controverse à ce sujet, je trouve que la meilleure façon, c'est de faire une coche dans le en fait le briser avec un peu de papier sablé ou n'importe quoi. Cela va comme avoir pour effet de réveiller la semence et ensuite on va la semer dans des pots profonds et on va attendre. Parfois, vous pouvez aussi songer à les mettre à tremper, mais il y a des semences qui ne veulent pas se réveiller. Et ça, c'est surtout le cas quand j'utilise la méthode du trempage au lieu de la méthode qui vise à briser le tégument. Les molluscelles lisses sont un peu complexes parfois dans mon climat. Si je les fais hiverner et ensuite ça marche mieux. Parfois, donc, je les sème donc, dans les blocs de sol ou je les sème à l'automne à l'extérieur. Si ça ne marche pas dans votre climat, on peut faire un peu de stratification. Normalement, moi, je mets le paquet au frigo pendant quelques semaines et ça devrait faire l'affaire. Pour le pied d'alouette, encore là, ça aime la stratification à froid, le semi-direct. Mais on peut contourner le semi-direct avec le pied d'alouette aussi. Récemment, je l'ai semé dans des blocs de sol et dans une semaine ou deux, je vais les semer en chambre. La nigelle aime le semi-direct. La plupart des autres plantes que vous y voyez sont assez simples. Désolé, je ne parle pas beaucoup, moi, généralement. Vous allez me pardonner. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche avec le pied d'alouette. Est-ce qu'il y a assez de temps? Oui, continue. On va continuer un peu plus que ce que l'on avait prévu. Donc, le pied d'alouette est une culture à semences que j'aime bien produire. Voilà une photo des fleurs du mélange Galilee. Je trouve que le pied d'alouette est généralement mauve, donc même dans les mélanges, les roses et les blancs seront relativement épais. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire le nombre de tiges mauves dont je vais récolter des semences. C'est-à-dire que je vais même les éclaircir ou lors de la récolte des semences elles-mêmes. Donc, je vais toujours essayer d'en récolter davantage des fleurs roses et blanches. Cela va permettre d'égaliser un peu les couleurs. Vraiment désolé, j'ai besoin d'une pause. Veux-tu une petite pause? Oui, d'accord. On va d'accord. Donc, peut-être revenir à ces questions lors de la discussion. Ça va? Eric, Dan, auriez-vous quelque chose à dire suite à ce que nous avons entendu de Stacy au sujet de la germination? Bien, avant cela, Stacy a parlé du nombre d'espèces qu'il y a et du nombre de familles.
de fleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fascinant pour les producteurs de fleurs. On dirait que tous les légumes sont dans la même espèce, Brassica oleracea, c'est toujours la même espèce. Mais c'est tellement rafraîchissant comme producteur de semences de produire des fleurs. Parce que peut-être qu'il y aura quelques variétés d'une même espèce, mais généralement, il y a beaucoup de diversité. Donc, les chances de croisement sont minimes. Et une fois que vous sortez les astéracées du champ, eh bien, tout ce qui reste, c'est beaucoup d'espèces différentes. En termes de germination, sans parler de stratification, etc., c'est bien de regarder les semences en 3 groupes. Je sais que c'est plus large. Il y en a qui aiment le froid. On fonctionne en Celsius, mais de 15 à 20 Celsius, il y en a qui aiment le 30 Celsius pendant le jour et 20 la nuit. Ceux qui sont entre deux, vous devez en fait trouver donc différents endroits pour ces 3 sortes de cultures à semences-là et ça peut vraiment vous faciliter la chose. Et si vous faites des tests de germination, des essais, ça va vous guider là-dessus aussi. Absolument. Merci, Dan. J'ai juste quelques commentaires. Nous utilisons une chambre de germination pour certaines cultures. Ça parlait de comment dans la serre, les temps peuvent être plus longs. Si vous utilisez la petite chambre de germination, ça peut vraiment accélérer les choses. On peut avoir la germination dans 3 jours, donc les sortir après que le temps soit écoulé. Ça peut vraiment réduire le temps de germination sur les pois. J'aime parfois, j'aime les tremper et voir lesquels nagent et juste les enlever. Et donc, celles qui restent, on peut juste l'oublier. Donc, il a parlé des pois de senteur. Sur la chambre de germination, ça ne doit pas être compliqué, mais une chose qu'on fait sur la ferme ici, c'est que dans notre serre et dans notre pépinière, nous avons une table et on met un genre de chaufferette en dessous et on met du sable et on empile des plateaux. Et il faut s'assurer que l'eau reste dedans, mais on le garde à une certaine température. Et une fois qu'elle commence à germiner, on peut les enlever. Donc, si vous avez un espace très, très concentré, vous ne voulez pas qu'il reste trop longtemps, mais c'est une belle façon de faire. Et oui, donc du côté faible technologie, je vais même germiner des choses sur mon comptoir de cuisine. Donc, j'utilise des Ziploc et je sors mes petits papiers et j'ai mon petit aérosol et j'utilise donc ma serre. En fait, je les mets dans des blocs de sol et je les sors aussitôt qu'elles sont germinées. Merci à vous tous. C'est très dense en informations. Merci pour vos contributions. Nous avons du temps pour quelques questions. Je veux juste rappeler à tout le monde, je sais qu'on a beaucoup de questions, mais Rebecca et le personnel de Bauta va envoyer plus de ressources, va publier quelques liens en réponse à vos questions, Rebecca et Thierry. Je suis sûr que lorsque vous écoutez l'enregistrement, vous allez avoir les réponses à plusieurs de ces questions, parce que j'ai déjà entendu des réponses à quelques questions que j'avais. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter votre coordonnatrice régionale. Juste quelques questions. Quand vous faites la production de semences pour la vente, ou pour votre production,
planifier le nombre de semences que vous avez besoin et connaître la germination, les taux de germination est très, très important. Je ne sais pas si je suis juste nul pour la culture de semences, mais si j'ai plus que le sachet de semences, je sais que j'ai parfois juste peu de germination. Est-ce que vous avez des conseils pour faire des essais, des tests de germination et comment faire le lien avec les sachets de semences? Quelques variétés. Certaines espèces ont une germination plus faible que d'autres. Ça prend du temps pour le comprendre. Les variétés qui sont plus difficiles à germiner vont nous ensemencer seulement nous ensemencer 2 ou 3 par cellule. Et comme ça, on a au moins une qui va germiner. Donc, cela nous laisse un peu de marge. Si vous n'avez pas une pleine germination, aussitôt que vous éclaircissez, ça vous laisse une marge. Et il y a certaines cultures qui sont très difficiles. Et dans ce cas, nous mettons des petites fossés et nous ensemencer. Une fois qu'elles sont germinées, on va les sortir et les mettre et les planter. Ce sont quelques façons de gérer l'espace. En termes des tests, des essais, la première chose, c'est de connaître la température idéale. Ou en fait, il faut savoir quelle étendue de température il faut utiliser parce que ça peut être difficile pour certaines cultures. Si vous utilisez un filtre à café, vous pouvez mettre quelques semences là-dedans et les mettre dans un sac et de suivre les taux de germination pour votre propre utilisation. Si vous avez un plateau chez vous, vous pouvez semer quelques graines et voir quel est le taux de germination. S'il n'y a pas beaucoup de germination, ben, il faut semer très densément. La dernière recommandation, on sait que c'est parfois pas facile. Il y a une grande demande pour les semences de fleurs et une fois qu'on sait qu'on a besoin des semences, il n'en reste plus. Donc, je me demande si on pourrait répondre à une question qui était apparue lors des inscriptions. C'est sur les cultivars brevetés, cultivars de semences brevetées. Et comment est-ce que vous gérez cela? Ou est-ce que vous vous dites, bon, c'est breveté, on ne peut pas le faire? Ou, bon, si j'ai un Gwendolen, j'ai un producteur que je veux garder. Je me demande juste quoi faire dans ce cas. Il n'y a personne qui veut toucher à cette question. Ce n'est pas vraiment mon domaine, mais il y a quelques façons différentes de protéger les semences. Il peut y avoir une protection de la variété ou il peut y avoir des brevets, mais il y en a aussi qui sont protégés par des marques de commerce. La protection des variétés, il y a une base de données. Si vous regardez dans Google GRIM PVP, vous allez trouver des informations là-dessus.
Et il y a une durée de vie de 15 à 20 ans dans laquelle vous pouvez vendre ces semences. Il y a une entente internationale qui s'appelle UPOV là-dessus, mais les règles changent. On peut sauver des semences pour votre utilisation sur votre ferme pendant cette période-là. Mais pour ce qui est des brevets, je ne sais pas comment ça fonctionne avec les semences de fleurs, mais souvent, c'est des brevets qui sont vraiment sur certains caractères. Ça n'a pas trait à l'allure. C'est que vous pouvez sauver les semences. Vous ne pouvez pas sauver les semences pour votre utilisation. Les choses qui sont protégées par des redevances, des marques de commerce, ça peut être difficile à naviguer. Il y a d'autres règlements avec les fleurs aussi à cause des parties végétatives des plantes, mais je ne connais pas grand-chose sur ce sujet. Ça vaut la peine de faire la recherche si vous voulez conserver les semences. Si vous voulez juste l'utiliser et la vendre, mais si vous voulez l'utiliser juste sur votre ferme, pour vous, probablement vous n'allez pas avoir de problème avec les autorités. Je ne sais pas s'il y a des gens, des chasseurs, des gens qui viennent te chercher sur ta ferme pour te donner une amende, mais voilà, il faut apprendre à naviguer ce cadre juridique. Il y a un aspect qui est l'histoire des semences aussi. Et voilà, il y a des producteurs, des producteurs de semences qui proviennent des groupes autochtones, etc. Et il y a une responsabilité qui s'y rattache. Je ne vais pas essayer de tenter une réponse à cette question, c'est un peu complexe. Mais spécifiquement, pour les semenciers, quand ils conservent les semences, ils veulent utiliser des variétés qui sont développées par des plus petits obtenteurs. Ils doivent avoir une relation avec les semenciers pour offrir des redevances parce que c'est une très petite communauté. Et ce sont nos amis et nos voisins et voisines. Donc, c'est important que les gens continuent à faire ce travail et ne pas avoir d'amertume, de ne pas tenir rancune. Donc, la dernière chose ici, ce serait si vous vendez des semences et vous en recevez, c'est-à-dire si vous cultivez une semence et vous ne connaissez pas l'origine, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, faites attention, ne la vendez pas. Juste parce que vous changez le nom, ça ne veut pas dire que vous savez qu'est-ce que c'est. J'ai juste une petite remarque. Je suis d'accord avec ce que Dan dit, mais la protection des variétés, c'est très fascinant de les lire. Et les brevets d'utilité aussi. C'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est régi par des brevets d'utilité. C'est obscur, c'est difficile, mais avec les protections des variétés, c'est plus facile. Je sais que Rebecca va faire circuler les liens pour ces différents sujets. C'est quelque chose qu'on pourrait discuter bien plus longtemps. Juste pour prendre une dernière question pour la journée. Est-ce que vous avez une ressource fabuleuse, un livre, un article, une chose que vous recommanderez qui a été essentielle pour vous quand vous avez commencé et qui continue à être essentielle pour vous?
Moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Susan Ashworth qui couvre plusieurs familles végétales. Donc, mais j'ai surtout appris des autres agriculteurs. Si vous avez quelqu'un dans votre biorégion qui est aussi producteur de semences commercialement ou comme hobby, c'est toujours le fun de pouvoir s'échanger avec eux. Cherchez ces gens. Des possibilités de partage des semences aussi, des salons de semences, d'échange de semences. Si vous n'avez jamais assisté à un tel salon, ce serait peut-être une bonne occasion et ça sera facile à trouver dans votre région. Ce sont les gens qui ont été le plus utiles pour moi. Dan? Moi, c'est quand j'ai commencé à assister à la conférence, l'Assemblée générale de l'OSA. J'avais conservé des semences 7-8 ans avant d'y assister. Il n'y avait pas beaucoup de ressources à l'époque. Et quand j'y étais en 2008, je peux dire que j'ai dû mettre 2 ou 3 ans après cet événement pour tout assimiler ce que y avait appris. Et donc, là, maintenant, j'y vais comme pour rencontrer du monde. Mais si vous êtes en train de commencer, vous pouvez passer 5 jours à apprendre et à apprendre et apprendre. Pour plusieurs raisons maintenant, ça se fait virtuellement. Mais quand vous êtes là avec des gens et au déjeuner ou au dîner, vous êtes toujours, vous avez toujours affaire à des gens qui sont des obtenteurs en chef et vous apprenez tellement de choses. Il n'y a rien d'autre qui a une telle densité de savoir réuni à un seul endroit. Merci beaucoup. Eric? J'ai beaucoup aimé le livre Seed to Seed et ça demeure encore une bonne ressource. J'aime beaucoup la disposition du livre et son contenu. Et j'ai aussi glané des informations intéressantes des livres publiés par l'industrie des semences à fleurs. Je pense qu'il y a un livre qui s'appelle Flower Seeds, Their Biology and Technology. Je crois que c'est là où j'ai eu l'idée de récolter les semences de tagette avec un aspirateur parce que à grande échelle, c'est ce que l'on fait avec une grande moissonneuse-batteuse à aspirateur. On regarde ce que les semenciers, les grands semenciers font. Mais c'est sûr que certaines de ces choses sont des secrets commerciaux, mais des gens qui ont écrit ces textes sont d'ex-employés de ces grandes entreprises. Et parfois, on peut glaner de petites choses, de petites astuces par-ci, par-là. Souvent, ça porte sur la production en pépinière, mais il y a de bonnes choses là-dedans. Les gens qui innovent comme vous ont tellement d'idées quant à la bonne façon de dimensionner vos fermes et vos pratiques en fonction de la taille de votre ferme. Mon Dieu, j'ai tellement appris, j'ai encore moi aussi, beaucoup de choses à assimiler. Merci, Rebecca, de m'avoir invité à animer cet atelier. Et je pense que c'est un pas en avant pour l'industrie des fleurs. Merci. Merci, Clara, animatrice, Stacy, Dan, Eric. J'ai l'impression que l'on pourrait passer des heures sur ce thème et il y aurait encore de quoi dire. Alors, merci d'avoir passé ce temps avec nous.
pour parler de la production des semences de fleurs. Comme Clara a dit, je viens d'assimiler beaucoup de choses. Ma tête, on dirait que ma tête est pleine d'idées et je suis très contente que l'on ait décidé de l'enregistrer. Comme ça, on pourra revoir ce que l'on vient et étudier ce que l'on vient d'écouter. Encore une fois, merci aux participants et participantes de vos idées et de votre présence. Tiara va maintenant lancer un petit sondage et elle va aussi vous donner un sondage, un questionnaire d'évaluation dans le chat. Et on aimerait savoir donc vos intérêts. Vous venez de voir apparaître à l'écran un sondage et vous allez le recevoir aussi dans votre boîte de courriel. Vous pouvez cliquer sur le lien qui vient d'être placé dans le chat. Et je dirais aussi que si vous avez d'autres commentaires, d'autres questions ou préoccupations, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à rebecca@efao.ca. Il y a d'autres événements excitants qui s'en viennent. Tiara va avoir un webinaire le 7 avril sur les céréales du patrimoine. Et on vient de placer le lien dans le chat pour le prochain webinaire, justement, sur les grains patrimoniaux. Encore une fois, merci. Grand merci. Et sur cela, je vais clore la séance. Merci.